Nous allons partir à la découverte de l'Égypte. Au fil du Nil, nous vous emmènerons des pyramides à Alexandrie. Nous sillonnerons le delta du Nil. Nous partirons au Caire, flâner dans ses ruelles, découvrir son musée exceptionnel. Le Nil, c'est aussi prendre le temps de se laisser bercer sur une felouk, de traverser la Haute-Égypte et ses temples, Luxor, Edfou, Abou Simbel, sans oublier de prendre le temps de partager une partie de domino. Nous traverserons également le désert pour plonger en mer Rouge, découvrir des paysages étonnants et rêver au fil du Nil. Le Caire, la capitale égyptienne, bourdonne dès le petit jour telle une ruche enfumée. Le Caire, qui ne sait trop comment faire pour gérer cette mégalopole de plus de 18 millions d'habitants. Dans la brume au loin, se profile une première rencontre avec les pyramides, celle de Médoum, à 90 km de la capitale. Autour, il n'y a encore que la campagne, avec d'un côté la vallée agricole, de l'autre le désert. Sa forme marque bien les doutes et les corrections successives qui ont accompagné son édification. Elle est le résultat de 3 pyramides formant des coques successives pour atteindre 92 mètres et plus de 140 mètres de côté. Saqqara est la nécropole de la première capitale de l'Égypte unifiée, Memphis. Une immense esplanade est bordée à l'est par le pavillon royal et au sud par des puits profonds de 28 mètres qui rejoignent. À partir de la corniche au Cobra, le complexe funéraire souterrain de Djéser. Cette pyramide à degrés marque, vers 2007 avant Jésus-Christ, l'une des premières utilisations de la pierre de taille pour exprimer l'idée de grandeur du souverain. Située au milieu de la colonie, elle fait 60 mètres de haut et domine au sud ses descendants plus jeunes de Dachour. Alors qu'au nord, derrière quelques modestes répliques, se profilent imperceptiblement dans le lointain les diamants de Gizeh. Autour du plateau, il subsiste encore quelques parcelles, des cultures que la ville n'a pas grignotées. Au pied des grandes pyramides majestueuses s'étend la nécropole avec les mastabas de dignitaires. Faisant partie de l'ensemble funéraire du roi Képhren, le Sphinx est la statue la plus monumentale laissée par les anciens Égyptiens. 20 mètres de hauteur pour plus de 70 mètres de long. Il est taillé dans la roche calcaire et fragile, celle du plateau. La grande pyramide, Khéops, est la dernière des 7 merveilles du monde antique à être encore debout. Plus de 2 millions de blocs taillés d'un poids moyen de 2,5 tonnes. Pour l'achever, il aura fallu poser une pierre toutes les 4 minutes durant 20 ans. La pyramide de Képhren, 136 mètres, légèrement moins haute, conserve une partie de son revêtement calcaire. Avec Mykérinos, plus petite, on observe une parfaite orientation sur les points cardinaux, de quoi alimenter pour longtemps les mystères qui entourent leur érection. Revenons au Caire, traversé par le Nil, dont la vie autour du fleuve contraste avec le tumulte des quartiers asphyxiés par la circulation. Felouks et barques de pêche continuent à se laisser bercer paisiblement. Pour prendre le pouls de la ville, il faut se laisser gagner par son activité, s'y plonger. La cité musulmane avance, s'étend, enveloppée de poussière, de brume et de chaleur, et surtout de pollution. Perdu dans ce tumulte, des vestiges émergent comme ici la statue de Ramsès II. La ville a subi au XIXe et au XXe siècle bien des influences sans avoir à rougir de son splendide passé. Par endroits haussmanniennes, à d'autres fatimides, mais aussi mamelouks, comme derrière ce moucharabier ou à l'entrée du bazar. Les mosquées occupent une place importante au Caire, comme celle d'El-Azhar, située en plein cœur de la capitale. Elle est devenue depuis le XIIe siècle l'autorité la plus influente du monde sunnite. Passé le porche, le vestibule d'entrée, à l'air libre, est bordé par 2 madrassas à l'intérieur ouvragées.
La grande cour apparaît comme un havre de paix au milieu de la tourmente. Ses proportions sont les mêmes depuis le Xe siècle. Napoléon y aurait pénétré à cheval durant la campagne d'Égypte. Au pied de la mosquée, la vie est très animée, à l'image d'un petit village qui ne se préoccupe pas du reste de la grande ville. Plus au sud, ayant échappé à la destruction de cette partie de la ville, la mosquée Ibn Touloun, avec sa cour carrée, avec sa fontaine au centre, est d'une harmonie parfaite. Construite au IXe siècle, c'est le plus vieux monument musulman du Caire, conservé dans son intégrité. Relativement à l'écart des circuits touristiques, il se dégage de cette cour une sobriété et un charme envoûtant. Son minaret en spirale est étonnant. Il a été inspiré de la mosquée de Samarra en Irak. Détruit, il a dû être reconstruit au XIIIe siècle suivant les plans d'origine. Au détour d'une ruelle, on peut découvrir d'anciennes demeures restaurées, comme le palais du prince Taz, qui abrite un musée. Et rien ne peut venir perturber les joueurs de dominos occupés à fumer leur chicha. Au pied de la citadelle, on se retrouve devant une forêt de minarets. À gauche, la madrasa du sultan Hassan est considérée comme le chef-d'œuvre de la période mamelouk. L'autre, la mosquée El Rifai, n'est qu'un pastiche achevé en 1912. Depuis la citadelle, la mosquée Mohamed Ali pointe vers le ciel ses deux minarets selon le modèle de Sainte-Sophie à Istanbul. La cour intérieure immense respire là encore l'équilibre et la sobriété. À l'est, on distingue une marée de sépultures, la Cité des Morts, un immense cimetière qui stagne au pied de la citadelle. C'est un quartier que la ville grignote lentement et qui demeure un refuge pour les plus pauvres et les exclus. À l'opposé de cette ambiance pesante et poussiéreuse, les bazars. Le plus célèbre, très chaleureux et animé, est celui de Khan Khalil. Ici, depuis le XIVe siècle, tout se vend, de jour comme de nuit. On y trouve aussi le dernier fabricant de tarbouche, cette coiffe traditionnelle plutôt d'origine ottomane, mais dont les Égyptiens, dans le temps, adoraient porter et qui, aujourd'hui, devient de plus en plus rare. Les ballots de coton et de laine sont négociés en plein centre-ville avant d'être transformés et de rejoindre le Wekalet El Bala, le marché populaire des tissus. Les commerces se suivent, les bijoutiers, les bourreliers, les primeurs, les épiciers et de plus en plus les marchands de souvenirs. Au détour d'un dinandier, une institution, le café Fichaoui, et ses célèbres miroirs, reflets de ce quartier populaire. Dans le même esprit qu'il y a 200 ans, les fumeurs de chicha sirotent teintés à la menthe. Proche du Nil, le musée du Caire occupe l'extrémité nord de la grande place Tourir. Construit en 1902, il abrite logiquement la plus grande collection d'objets d'antiquité égyptienne. La triade du roi Mykérinos provient du complexe funéraire de Gizeh, remarquable par l'expression qui se dégage des corps. Ce porteur date de 2200 ans avant notre ère. Les statues de Rahotep et son épouse Néphrét sont saisissantes de réalisme jusque dans les nuances des pupilles. Ce trésor provient de la tombe de Toutankhamon, un trône d'apparat ouvragé incrusté de pierres fines et de pâte de verre.
Ce faucon d'or a été retrouvé dans l'ancienne capitale de la Haute-Égypte, la cité du Faucon. Ainsi, le trésor de Toutankhamon n'est pas un trésor isolé, mais le témoin des richesses d'un règne de 9 ans. Comme l'illustre à merveille son masque de 11 kilos d'or à son effigie. « 4000 ans d'histoire imprègnent ainsi la vie du Caire où le quotidien reste la principale préoccupation. En quittant le Caire, c'est encore le Nil que l'on aperçoit serpentant à travers cette ville géante. Alexandrie est un des endroits favoris des Kairotes pour échapper à la pollution et à la chaleur, tout du moins un point de départ. Car en l'espace d'un demi-siècle, la côte a été largement urbanisée. Loin d'être une ville arabe, Alexandrie est avant tout une ville méditerranéenne avec une corniche longue de plusieurs kilomètres. C'est un lieu de promenade favori. Le fort Qaïtbay date du XVe siècle, mais surtout il a été construit sur l'emplacement du célèbre phare d'Alexandrie, considéré comme la 7e merveille du monde, aujourd'hui englouti à la suite de plusieurs tremblements de terre. En retrait de la corniche, c'est la grande mosquée Abou El Abbas, entourée d'un chapelet de 6 mosquées. C'est une mosquée très spéciale avec une forme octogonale. Sa coupole est soutenue par 8 pieds. Le palais Montaza est, lui, en revanche, beaucoup plus récent. Le roi Fouad, en 1932, l'avait construit pour en faire son lieu de villégiature privilégié. Il y a encore quelques années, Alexandrie fournissait 10% des poissons et crevettes consommés en Égypte. Mais la pollution a considérablement limité les possibilités. Paradoxalement, l'Égypte est le principal importateur de poissons dans le Moyen-Orient, même si sa consommation annuelle par habitant reste faible au regard des pays occidentaux. Alexandrie, qui a longtemps été considérée comme la capitale intellectuelle du monde antique, a toujours été orientée vers la mer, rassemblant une mosaïque de cultures. Construit au IVe siècle après Jésus-Christ, ce théâtre pouvait contenir jusqu'à 800 personnes. Il a connu de nombreuses modifications au fil des siècles. On a trouvé aussi plusieurs vestiges retirés du fond de l'eau à l'emplacement du phare, l'érosion de l'eau donnant à l'ensemble une allure étrange. Le site a été mis à jour en 1960 par des Polonais et depuis les fouilles continuent inlassablement tout autour. Un travail minutieux où chaque panier de sable est évacué avec précaution. D'anciens thermes ont également été dégagés des fouilles ainsi qu'une villa romaine du IIe siècle. À Aboukir, on arrive dans le delta du Nil. À l'écart du tourisme, c'est l'Égypte agricole, des traditions séculaires, des étendues d'eau et de verdure. La lagune et les terres humides sont les dernières du nord-est de l'Afrique et sont des milieux de première importance pour la pêche et l'aquaculture. Or, sous la pression humaine et l'action de facteurs naturels, ces ressources sont menacées. Un tiers du poisson pêché en Égypte est pêché dans les lacs et les lagunes du delta. En longeant la côte vers l'est, c'est Rachidia, plus connu en France sous le nom de Rosette. C'est ici qu'en 1799 fut découvert la fameuse pierre de Rosette qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Avant le nouvel essor d'Alexandrie au XIXe siècle, Rachidia était le plus grand port d'Égypte. Aujourd'hui, les maisons traditionnelles font l'objet de soins particuliers du service des antiquités. Ce sont de vieilles demeures du XVIIIe. La plus ancienne maison, Tabet, date de 1709. Elle abrite une petite menuiserie qui restaure et fabrique les moucharabiais de ces anciennes demeures.
Le bras de Rachidia n'est qu'un des bras ouest du Nil dans ce delta immense qui s'étend jusqu'à Port Saïd. Les eaux sont là encore très poissonneuses. C'est ici que se jette l'un des principaux bras du Nil en Méditerranée, achevant une course de plus de 6000 km à travers l'Afrique, gagnée par l'érosion et l'élévation du niveau de la mer. Le Nil alimente tout un réseau de canaux d'irrigation. C'est une des plus anciennes régions d'agriculture intensive au monde. À 720 km au sud du Caire, Luxor, porte de la Haute-Égypte qui comprenait tout le sud du pays jusqu'aux confins de la Nubie à la frontière soudanaise. Ville animée de plus de 40 000 habitants au bord du Nil, avec une rive dans le tourisme contemporain, l'autre dans le souvenir et les vestiges antiques, dont la concentration est certainement la plus dense au monde. Une ville indissociable de la vallée qui la rend très agréable. C'est le port d'attache des centaines de bateaux-hôtels qui sillonnent le fleuve. Elle a su, par ses jardins, ses palaces, être le lieu de séjour en hiver dont avaient rêvé les Britanniques au XIXe siècle. La richesse archéologique de Luxor, ce sont ses temples. Seul l'obélisque de gauche demeure dressé, puisque celui de droite trône au centre de la place de la Concorde à Paris. Mais il aura fallu près de 6 ans pour emporter et mettre en place ce monstre de 120 tonnes. Ce qui permet de mesurer la prouesse réalisée en 1200 avant notre ère sous le règne de Ramsès II. Sur la stèle de sa statue figurent les symboles du pharaon unificateur des deux Égyptes, le lotus pour la Haute-Égypte et le papyrus pour la Basse. De manière générale, Luxor est considéré comme un site plutôt cohérent sur le plan architectural comparativement à Karnak, où règne une certaine cacophonie. Sur le portail gigantesque, on observe des scènes de la bataille de Kadesh remportée par Ramsès II. Le retentissement de cette victoire semble cependant bien supérieur à la réelle prouesse militaire. Derrière les statuaires colossales, la mosquée Abu el-Haggag est un bon exemple de la colonisation des différentes religions dominantes dans ces lieux de culte. Sa position marque la hauteur de remblai qui recouvrait la cour, dégagée à partir de 1883. Celle-ci, sous le regard de ses 11 colosses, permet une transition entre l'allée de Sphinx et la grande colonnade d'Aménophis III. Dans une autre cour bordée d'une forêt de colonnes, une salle à l'origine couverte est devenue la chapelle aux enseignes romaines. Elle montre là encore les stigmates des colonisations religieuses successives. L'allée de Sphinx n'est qu'une portion de celle qui aboutissait au temple d'Opet sur le côté du complexe de Karnak, distant de 3 km à la sortie nord de la ville. Cette courte allée des Sphinx à tête de bélier rejoignait, elle, l'embarcadère sur le Nil, alors très proche, à l'entrée du temple d'Amon, le plus vaste de l'ensemble colossal de Karnak. Après le premier pylône, dans la grande cour du kiosque de Taharqa, il ne reste que des colonnes tronquées et une de 22 mètres de haut, intacte. Sur la droite, la chapelle de Ramsès III. Les plateaux des chapiteaux de cette salle pouvaient servir, lors des cérémonies, de plateforme à un groupe d'une 50aine de personnes. Après le troisième pylône, ne subsiste que l'un des deux obélisques d'Hatchepsout, avec 30 mètres de haut pour 200 tonnes. Plus loin encore, des colonnes de marbre rose très raffinées, mêlant lotus et lys, l'autre fleur emblématique des deux Égyptes. Dans le lac sacré se reflète une allée monumentale qui amène au temple de Khonsu. À l'image de ce sanctuaire, un simple scarabée de granit rose prend une allure disproportionnée, avec derrière les vestiges de deux chapelles en albâtre. La chapelle rouge dédiée à Hatshepsut, aux sobres proportions, est parfaitement mise en valeur par le soleil. Le Nil offre à Luxor une vallée verdoyante et luxuriante.
Sur la rive gauche, face à Luxor, à l'emplacement même où coulait jadis un bras du fleuve, se dresse Medinet Habu, le temple de Ramsès III. Le temple est très bien conservé, avec à l'avant une porte monumentale. Dans le couloir d'entrée, une particularité avec 2 statues de Sekhmet. Et tout autour des bas-reliefs, eux aussi parfaitement conservés. Dans le couloir d'accès à la première cour, Horus et le pharaon main dans la main. Derrière le portique, de nombreuses scènes peintes en couleurs se distinguent encore très bien de nos jours. L'autre temple, important, au bord de la vallée, est celui entièrement dédié à Ramsès II, où Champollion a séjourné et qu'il a baptisé le Ramsesséum. Il faut un œil d'expert pour concevoir véritablement l'importance de ce centre économique et religieux, car tout y est trop bouleversé et ruiné. À l'image de la remarquable statue colossale de Ramsès, de près de 20 mètres, couchée et débitée au début de notre ère par des élans religieux contraires. Sur cette rive, on retrouve encore Ramsès couronné par Amon-Ré, un lieu où plusieurs générations d'égyptologues ont patiemment étudié l'histoire de ces pharaons emblématiques. Les montagnes qui longent la vallée sont celles de Thèbes, la grande nécropole égyptienne. Les colosses de Memnon, du haut de leurs 23 mètres, sont l'unique vestige du temple d'Aménophis III, le plus grand temple jamais construit en Égypte. Tout autour, dans les villages des vallées, la vie se poursuit sans trop se soucier de ce passé prestigieux. Ces collines cachent une gigantesque nécropole calcaire. Elles ne sont qu'un dédale d'oued sur 10 km², de passages nus et secs, totalement dépourvus de végétation, où des centaines de tombes furent découvertes. Les princes, et notamment les fils de Ramsès III, eurent droit au même lieu de sépulture que la plupart des souveraines. Comme ici, la tombe d'Amener-Khepchef, couverte de peintures d'une grande finesse. Ou encore, pour son autre fils, Kher-Mouaset. Der el-Médina, c'est la vallée des artisans. Ils étaient exclusivement affectés aux tombes royales et princières. Tachédou était un maçon. Le mur du fond de sa chambre funéraire montre Osiris, en majesté, devant la montagne de l'Ouest. Sur le mur du corridor d'entrée, la qualité des peintures est tout aussi impressionnante. Dans la nécropole de Cheikh Abd el-Gourna, la vallée des nobles se présente comme une colline truffée par les tombes. Et elles ont toutes eu plus ou moins la chance de nous parvenir intactes. Ce village vit maintenant de fabrication de souvenirs pour touristes et les anciens pilleurs sont les successeurs des décorateurs de tombes. Les tombes n'ont jamais été terminées. Aucune peinture ne dissimule les splendides reliefs des 2 panneaux de chaque côté de l'entrée et permet d'apprécier cet art à son apogée. Les yeux en relief sont simplement soulignés d'un trait noir. Le groupe, très expressif, des pleureuses fait partie de la procession funèbre. C'est le seul panneau peint. Nakhte était scribe et astronome du temple d'Amon-Ré à Karnak. Sa tombe est elle aussi superbe. De l'autre côté des premiers sommets, un unique passage au nord accède à la vallée des rois,
plus de 70 tombes y furent mises à jour. Ramsès IV, fils de Ramsès III, a simplifié à l'extrême les plans de sa tombe par mesure d'économie. Mais il en a élargi considérablement les proportions. C'est ici que l'on trouve les sépultures les plus vastes. De manière générale, toutes les scènes peintes dans les tombes se rapportaient à la vie dans l'au-delà. Ici, on se contente de raconter aux défunts ce qui l'attend après. La découverte récente de certaines tombes permet d'apprécier toute la qualité et la conservation des peintures. Cette tombe, que Taourset a fait remanier à sa convenance, est devenue après agrandissement l'une des plus profondes de la vallée, avec plus de 110 mètres. Le sarcophage est celui de Setnakht. Sur le couvercle, le souverain sous son aspect momiforme. Le temple d'Hatchepsout est d'une grande sobriété, d'une grande force, avec cet à-pic qui le domine, avec un air qui a quelque chose de presque contemporain. Cependant, le dépouillement du temple d'Hatchepsout n'est que le reflet de l'extrême difficulté de retrouver d'autres vestiges intacts, puisque bon nombre d'éléments furent réemployés sans scrupule. Dans la chapelle d'Anubis, on retrouve des peintures d'offrandes, dont les couleurs et la délicatesse sont remarquables. À gauche de la terrasse, une chapelle consacrée à Hathor fut construite. Divins et profanes n'ont peut-être jamais été aussi mêlés qu'à cet endroit de repos que les souverains de l'Égypte antique avaient souhaité éternel. Hérodote disait de ce pays qu'il était un don du Nil. Sans le fleuve, le désert aurait déjà englouti toute cette région jusqu'à la mer Rouge. Chaque matin, le plus long fleuve du monde s'éveille avec ses prédateurs, avec calme et sérénité. Colonne vertébrale de la civilisation antique, le Nil a inspiré de nombreux mythes religieux, mais sans lui accorder de dieu en particulier. La démographie a malmené l'environnement et fait disparaître papyrus, hippopotames, ibis, alors que les crocodiles s'enfoncent eux aussi doucement dans la légende. Le fleuve a conservé cependant son calme et son indolence. Il est facilement navigable, jusqu'à la première cataracte, pour peu qu'on en connaisse les bancs de sable. Depuis Luxor jusqu'à Assouan, le bateau est certainement le moyen le plus agréable pour découvrir les temples sacrés qui s'enchaînent le long des rives. Le premier, celui d'Edfou, a été construit à la gloire d'Horus, le dieu faucon, fils d'Isis et d'Osiris. Longtemps enfoui dans le sable, c'est l'archéologue français Mariette qui le dégagea dans un état de conservation exceptionnel. La première pierre est posée en 237 avant Jésus-Christ. Les corps sont plus qu'ailleurs véritablement sculptés profondément dans la pierre. Des statues en 3 dimensions. L'abord par l'arrière du temple, entièrement dédié au dieu faucon Horus, permet d'apprécier toute la perspective du mur ouest. Le premier portique d'entrée impressionne avec ses 2 môles de 36 mètres de haut. Le gros avantage d'Edfou réside dans le fait que l'on se rend vraiment compte de ce que pouvait être un temple au moment de sa splendeur. Contrairement à Karnak, tout ici est encore debout. Dans la salle hypostyle, la statue d'Horus, en granit d'Assouan, toise encore de ses 3 mètres les visiteurs.
Dans l'axe de l'entrée, au fond, la partie la plus sacrée avec le naos, un bloc de granit noir de 4 mètres de haut. Le sable qui a protégé l'édifice jusqu'au XIXe siècle par sa conservation permet d'apprécier ces bas-reliefs d'une grande finesse. Le Nil a longtemps gardé le mystère de ces crues annuelles. Leur recommencement demeurait incompréhensible aux Égyptiens puisqu'il ne pleut presque jamais. Ils ignoraient que le fleuve parcourait 6500 km en s'enfonçant au cœur même de l'Afrique équatoriale. À cet endroit, les berges alternent nature et sépulture plus ou moins élaborées sur des dizaines de kilomètres. Sur un promontoire apparaît Kom Ombo, si proche du fleuve, le domaine de Sobek, auquel il est dédié. Le temple en lui-même présente la particularité d'être consacré à 2 divinités, Horus, le dieu faucon, et Sobek, le dieu crocodile. On peut imaginer qu'à l'époque, les eaux du Nil étaient infestées de crocodiles. Sur certaines colonnes, la couleur est dans un état de conservation étonnant. Comme il était dédié à 2 divinités, et pour ne pas faire de jaloux, le temple a été construit de manière parfaitement symétrique, ce qui rend Kom Ombo unique en son genre. Lorsque la nuit gagne les vestiges de Kom Ombo, en retrait de la ville, le Nil est encore là, calme. Le lendemain, le Nil n'est plus qu'un ruban d'eau dans le désert. Puis ce sont les dernières manœuvres dans le port d'Assouan. Situé en aval de la première cataracte, le barrage naturel fut pourtant franchi dès l'aube des civilisations pharaoniques et chaque empire s'avança plus loin de cataracte en cataracte. Nous sommes maintenant aux portes de la Nubie, avec ses îles granitiques mouvantes dans le miroir du Nil. Le rayonnement de la ville provient du granit. Il a été transporté sur le fleuve sacré dans l'Antiquité à travers toute l'Égypte. Cette carrière de granit rose témoigne que les différentes techniques d'extraction destinées aux commandes des dieux vivants n'aboutissaient pas toujours au résultat escompté. Les fissures ont dû causer l'abandon de ce monstre. Tout proche se situe le cimetière fatimide où des inhumations s'effectuent encore de nos jours. Surplombant les mausolées sur une colline, s'est installé le musée de Nubie. Quelques pièces remarquables permettent de constater l'une des différences majeures de cet art avec celui de l'Égypte antique. Plus de ressemblance avec le modèle. Ici, la tête du roi Taharqa en diorite, pour laquelle l'artiste a joué avec le brut et le poli de la roche. La rive, face à Assouan, protégée, n'a d'urbanisation que de rares villages nubiens. Au bout d'une courte incursion dans le désert, à dos de dromadaire surgit des brumes de chaleur, l'un des plus grands monastères d'Égypte, Saint-Siméon. Véritable forteresse de la chrétienté, bâtie vers l'an 700, harcelée par les tribus locales, elle fut abandonnée au vent de sable aux alentours du XIIIe siècle. Dans la basilique très ruinée, on peut cependant apercevoir les fresques d'un Christ et de divers saints. Les murs de l'enceinte, de 7 mètres de haut, défendaient les quelques centaines de moines qui y résidaient. Plus que les magasins et les cuisines, la partie la mieux conservée est l'étage des cellules des moines dans le bâtiment central. Il n'est pas un vieux chef d'État, pas un puissant de ce monde qui n'ait apprécié le calme, le caractère préservé de cette partie du Nil. Au milieu du fleuve, Éléphantine, l'île indissociable d'Assouan, dont les rochers proches du Nilomètre sont couverts d'hiéroglyphes. Par le sud, on aborde le monde d'Abou, la ville fortifiée. Une mission archéologique étrangère s'y est installée en 1969. Mais la restitution du lieu n'est pas facile, tant les couches de fouilles sont superposées.
Sur le fronton principal, le temple de Khnum, le dieu potier, principale divinité de l'île. Au pied de la ville antique, l'oasis d'un village nubien rescapé. L'île de Séhel est une colline de blocs granitiques où paraissent quelques félouques. Philae est le plus grand sanctuaire d'Isis, la mère universelle. Il devait disparaître avec l'achèvement du haut barrage. Finalement sauvée, la cité religieuse dans son ensemble fut transportée sur l'île proche d'Agilkia et complètement réaménagée. Encore une prouesse technique exceptionnelle qui s'étala de 1972 à 1980. Sur la côte est, le kiosque de Trajan, du nom de l'empereur qui le fit élever comme probable reposoir à la barque d'Isis. Les ouvertures laissent percevoir la nature brute, avec une roche très sauvage. Philae permet d'imaginer un temple tel qu'il était à l'époque des pharaons. Ce temple est par ailleurs fondamental. Il date du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Derrière, sur la berge, le nilomètre. À présent, dans la plupart des temples, il permet de mesurer la crue et donc de fixer les impôts liés à son importance. Le pylône de droite n'a pas subi les foudres intégristes, contrairement à celui de gauche. L'endroit a été transformé en église par les Coptes qui ont véritablement saccagé plusieurs figures divines et bas-reliefs. C'est sur le Nil encore que l'on s'éloigne de ce décor et cette nature qui n'a pratiquement pas changé depuis plusieurs milliers d'années. Le haut barrage de 1960 forme le 2e lac de retenue au monde. Il s'étend sur 550 km, dont 150 en territoire soudanais. S'il prévient l'Égypte de dramatiques sécheresses, il a cependant nécessité le déplacement de près de 100 000 Nubiens. 24 temples étaient condamnés à l'immersion. Il fut décidé d'en sauver 14, dont un là où le Nil franchit la frontière, à Bou Simbel. Découpé en plus de 1000 blocs, dont certains pesaient près de 20 tonnes, il fut reconstruit à 100 mètres plus haut, adossé à une colline artificielle, en conservant rigoureusement la même orientation. Les deux temples marquent la puissance de Ramsès II. Celui de Néfertari est aussi un vibrant témoignage d'amour, comme l'indique la maxime du fronton. Néfertari, pour l'amour de laquelle se lève le soleil. L'autre temple consacré à Hathor, la déesse de l'amour et de la joie, est aussi le premier temple dédié à une épouse royale. Dans le vestibule, Hathor sur sa barque glisse parmi les papyrus. Connu du monde entier, ce grand temple est flanqué de 4 colosses royaux de 20 mètres de haut. La reconstitution a été très fidèle, jusqu'à la position de la tête tombée. Dans les jambes des statues gigantesques, on découvre une galerie de portraits de la famille royale. Chose surprenante, le temple n'était pas destiné à une divinité, mais à la gloire du pharaon, Ramsès. Ramsès s'est lui-même déifié avec des portraits à des âges différents. Et bien évidemment, les bas-reliefs relatent tous les exploits guerriers à la gloire du pharaon. Autour des îles de granit d'Assouan, au royaume de la Félouque, chaque soir, la fraîcheur apporte comme une revitalisation lorsque la voile latine se gonfle d'un léger ramsine, cette brise venue du désert.
île à la côte occidentale de la mer Rouge, c'est le désert. 50 000 km² de rien, diront les pressés. Ceux qui redoutent le silence de ces espaces infinis, on marche comme sur une autre planète dans des paysages lunaires, rabotés par les millénaires, usés jusqu'au plus profond de la roche. La grande majorité des visiteurs vient à Sharm el-Sheikh et dans ses environs pour plonger dans des eaux transparentes. C'est un spectacle permanent. L'aquarium géant bluffe au-delà de toute espérance. Depuis la côte, un plateau corallien permet aux plongeurs néophytes de profiter de la multitude des formes et des couleurs avec un simple masque. Il est possible en une seule descente de percevoir la caresse du courant qui passe sur un corail souple et d'observer le balai multicolore de myriades de poissons. Les autorités maritimes veillent depuis longtemps à la protection de cet environnement fragile. Une large zone autour de la péninsule de Ras Mohammed a été classée en réserve en 1983 et tous les sites de plongée ont été aménagés pour éviter toute destruction du corail. Proche de la surface, les couleurs éclatent. Mais elles ne disparaissent pas avec la profondeur. Il suffit d'une torche pour s'en convaincre. Sur fond de ciel ou d'abysse, les bancs de poissons patrouillent sous le regard inquisiteur de bancs de barracudas. La faune est d'une telle diversité qu'il suffit de peu de temps pour s'en convaincre. Le regard passe dans cette eau à plus de 25 degrés, entre autres, sur un poisson perroquet, un Napoléon et sa garde, une raie à points bleus louvoyante. Et le soir venu, on rentre d'une plongée de rêve sur un splendide voilier. La mer Rouge est née dans la tourmente de la séparation de la péninsule arabique du continent est-africain il y a 20 millions d'années. Au plateau désertique qui l'aborde succèdent rapidement les lames verticales des chaînes chaotiques surgies du fond de l'histoire avec des montagnes abruptes, des horizons découpés par de la roche aux couleurs troublantes. On n'ose pas évoquer la chaleur, mais dans ce désert bordé par deux mers, la Méditerranée au nord et la mer Rouge au sud, sans oublier le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba, on sait qu'il existe plusieurs issues vers l'eau. Que ce soit dans la bande de la façade ouest ou dans la péninsule du Sinaï, plusieurs dizaines de milliers de personnes y vivent, organisées en tribus, les Bédouins. Mais leur sort ressemble à celui de ce village. Des pierres marquent une limite de territoire, une sorte de clôture dans un espace quasi infini. Le campement a changé. Seuls les toits sont encore amovibles.
le gouvernement souhaite les sédentariser. Ils répondent à l'attrait d'emplois stables et surtout à la demande croissante du tourisme qui aime avoir des rendez-vous fixes. Pour pouvoir chevaucher leurs chameaux dans des paysages inchangés, même si pour eux-mêmes, ils lui préfèrent de plus en plus leur 4x4. Autre cadeau du ciel de la sédentarisation, le pigeonnier, pour la construction de tout village égyptien et son corollaire le pigeon, un mets traditionnel et savoureux dans toute l'Égypte. Ils sont environ 70 000 nomades à vivre entre Wadi et haut plateau. La plupart de ces bédouins venus de la péninsule arabique sont désormais, pour leur grande majorité, installés dans des maisons ou des huttes faites pour durer. Sous une des dernières tentes, les femmes s'affairent dans les volutes à la cuisson des galettes de pain, base de toute nourriture. Un mode de vie et une cuisson très similaires à ceux des nomades bakhtiars en Iran, eux aussi peu à peu forcés à la sédentarisation. Leur combustible demeure inchangé. Dans ce paysage où l'ombre d'un arbre est une bénédiction, ils privilégient les excréments de dromadaires. Au cœur du Sinaï, à 1570 mètres d'altitude, au fond d'une vallée surplombée de faces rocheuses abruptes, partageant leur sort avec des bédouins, vivent une vingtaine de moines orthodoxes dans l'un des lieux les plus saints de la chrétienté, le monastère Sainte-Catherine. Il fut construit par l'empereur byzantin Justinien en 527 dans le but de protéger les cols du Sinaï des invasions. Fortifiées, ces murailles de plus de 10 mètres de hauteur sont en pierre de taille granitique. L'épaisseur varie de 2 à 3 mètres. De ce côté, des chemins partent vers les hauteurs. Des sentiers qui conduisent à la lumière, au sommet du mont sacré pour de nombreux croyants, le mont Sinaï. Derrière une rangée d'eucalyptus au sommet de cette face sud, se trouve une grande terrasse sur ces pierres de soubassement des croix chrétiennes de l'époque justinienne. La basilique de Justinien occupe une position centrale dans le couvent. Ses parties les plus anciennes remontent au VIe siècle. Après les flux quotidiens de touristes, les lieux retrouvent le calme plus propice à leur fonction. Ceux qui accueillent les visiteurs sont des Jabaliyas, descendants de tribus bédouines musulmanes. Ils honorent malgré tout Saint-Georges et Sainte-Catherine. Bon gré mal gré, ils ont été associés à la vie monastique depuis Saint-Justinien. Derrière les murs, côté ouest, le long du jardin, c'est l'ossuaire. Il rassemble les ossements de générations de religieux. La terre est rare et ne peut être une sépulture durable. Il assure aussi une fonction spirituelle, rappelant les vanités de ce monde. La vie s'écoule à entrevoir des formes dans les rochers si proches. Pourtant, des espaces immenses, presque sans bornes, sont là, au bout de la vallée. Sans forcément percevoir son caractère de sainteté, la fascination envers ce désert par sa beauté peut laisser perplexe. Une végétation y trouve son compte. La vie existe sous toutes ses formes malgré les écarts spectaculaires de température. Des veines de roches y palpitent, la vie est là, dissimulée à l'ombre des rayons brûlants du soleil. Le désert, c'est un silence assourdissant, où les pharaons y envoyaient leurs prospecteurs de turquoise et de pierres rares. Le peuple hébreu, guidé par Moïse, erra pendant 40 ans dans ce grand vide à la recherche de la terre promise. C'est au sommet d'une des montagnes que Moïse reçut les 10 commandements. Le premier code monothéiste est né dans ces espaces.
Des dentelles de roche comme des coulées sont à jamais figées. Comment, mieux qu'ici, dans le jeu d'ombre du couchant, savourer la fin d'un périple qui s'achève bien loin du fleuve, de ce Nil qui nous aura guidés, mais baignés dans un splendide jeu de couleurs.